Un millionnaire voit un petit mendiant apprendre à marcher à sa fille handicapée. Mais quand il s'approche, ce qu'il voit le fait fondre en larmes. Le manoir Beaumont s'élevait en bordure de Neuilly-sur-Seine, discret mais imposant, drapé d'un luxe froid et méthodique. Les grandes baies vitrées, aux vitres parfaitement polies, laissaient entrer une lumière filtrée par les rideaux épais, donnant à l'intérieur une teinte de musée. Les couloirs, immenses, résonnaient d'un silence presque religieux. Et dans ce silence régnait Henri Beaumont. À 53 ans, Henri était l'un des hommes les plus influents de Paris. PDG d'un groupe de construction à l'envergure internationale, il n'avait jamais connu la défaite en affaires. Mais dans son cœur, une bataille bien plus sourde faisait rage. Depuis 2 ans, depuis cette nuit pluvieuse où la voiture avait glissé sur la route mouillée, il n'était plus tout à fait l'homme qu'il avait été. Et sa fille, non. Plus. Juliette, 8 ans, cheveux blonds comme les siens et yeux d'un bleu limpide, était revenue de cet accident avec les jambes fragiles, comme si elles avaient oublié leur fonction première. Les médecins parlèrent de dommages neurologiques, de rééducation longue, de progrès incertains. Henri, lui, avait entendu une seule chose. Sa fille ne marcherait plus comme avant. Depuis ce jour, il s'était replié, laissant la culpabilité creuser une faille dans son âme. Il passait la majorité de ses journées enfermé dans son bureau au rez-de-chaussée, tapissé de bois sombre, plongé dans des dossiers, des tableaux de chiffres, des appels sans fin. Il y avait là quelque chose de rassurant. Des colonnes équilibrées, des projections maîtrisées, une logique froide. Tout l'inverse du chaos qui l'attendait dans le regard de sa fille. Juliette, elle, passait ses journées dans le jardin arrière du manoir, une immense pelouse entourée de haies soigneusement taillées, parsemée de quelques statues de marbre et de bancs anciens. Elle s'asseyait souvent près du vieux tilleul, un livre à la main ou simplement les yeux levés vers les nuages. Elle ne parlait presque plus, ne riait plus. Elle regardait le monde passer, comme si elle s'en sentait déjà exclue. Henri l'observait parfois de la fenêtre de son bureau, toujours à distance. Il se disait qu'il devait descendre, s'asseoir à côté d'elle, lui parler. Mais à chaque fois, quelque chose le retenait. La peur peut-être, ou la honte. Les employés de maison faisèrent de leur mieux pour combler le vide affectif, mais rien ne remplaçait un père. Et Henri le savait. Il le sentait chaque fois que Juliette tournait la tête vers la maison, espérant peut-être y voir apparaître sa silhouette dans l'encadrement d'une porte. Espérant sans doute que cet homme qu'elle appelait encore « papa » revienne à elle. Mais il ne savait plus comment franchir cette distance. Il avait échoué, pensait-il, là où cela comptait vraiment. Il avait construit des tours, signé des contrats à plusieurs millions d'euros, ouvert des succursales dans 3 continents. Mais il n'avait pas su protéger ce qu'il avait de plus précieux, et à mesure que les jours passaient, le silence entre lui et sa fille devenait plus dense, plus pesant. Un soir, alors que le soleil s'effaçait lentement derrière les toits de Paris, Henri s'était assis dans son fauteuil en cuir, un verre de vin à la main, regardant les photos accrochées au mur. Des clichés de voyage, de cérémonie, de remise de prix, de sourires figés dans des moments heureux. Et là, au milieu de tous ces trophées d'une vie réussie, manquait ce qu'il ne pouvait obtenir par le pouvoir ou l'argent, le rire de sa fille. Un bruissement à la fenêtre le fit sursauter. Ce n'était qu'une branche balayée par le vent. Mais dans ce sursaut, une pensée lui traversa l'esprit. Et si tout cela n'était qu'un début? Et si la vie lui réservait encore quelque chose d'inattendu, quelque chose qu'il ne pourrait ni acheter ni prévoir? Dans le jardin, Juliette, silencieuse, levait les yeux vers les étoiles naissantes. Peut-être, pensait-elle, que là-haut quelqu'un l'entendait encore. Ce fut un mercredi après-midi que tout changea. Le ciel, épais de nuages lourds, menaçait la ville de Paris d'une pluie froide et persistante. Le vent faisait danser les feuilles mortes sur les allées du jardin, et Juliette, comme à son habitude, s'était réfugiée sous le vieux tilleul, sa couverture posée sur les jambes et un livre ouvert qu'elle ne lisait pas vraiment. Henri, accoudé à la fenêtre de son bureau, terminait un appel avec un investisseur de Dubaï lorsque son regard fut attiré par un mouvement à la grille d'entrée. Là, debout sous la pluie fine, un garçon d'une dizaine d'années, trempé, maigre et vêtu d'un manteau visiblement trop grand pour lui, observait le jardin. Ses mains agrippaient les barreaux, son visage levé vers Juliette. Henri fronça les sourcils. Il s'apprêtait à appeler René, le majordome, pour qu'il aille chasser le garçon, quand il remarqua quelque chose de déroutant. Juliette souriait. Pas un simple plissement de lèvres,
mais un vrai sourire, timide, fragile, mais incontestable. Elle hochait légèrement la tête, comme si elle répondait à une question. Henri resta figé. Cela faisait des mois qu'il ne l'avait pas vue. Sourire ainsi. Le garçon ne semblait pas menaçant. Il ne bougeait pas, ne criait pas. Il parlait doucement, mais Henri ne pouvait entendre ce qu'il disait depuis l'intérieur. Juliette, elle, acquiesçait parfois, riait même très légèrement à certains mots. Il y avait là, entre eux, une étrange connivence, comme si un monde entier existait derrière ce portail rouillé. La pluie s'intensifia, et Henri pensa que le garçon allait partir. Mais il resta indifférent au froid, à l'eau qui s'infiltrait dans ses chaussures usées. Il continuait de parler à Juliette, qui semblait l'écouter avec une attention rare. Puis, comme par un accord tacite, elle leva le bras faiblement pour lui faire un petit signe de la main. Le garçon répondit de même, puis tourna les talons et s'éloigna sans courir d'un pas lent mais sûr. Henri resta là encore un moment, troublé. Qui était ce garçon? Comment connaissait-il Juliette? Et pourquoi diable sa fille, d'ordinaire si fermée, s'était-elle montrée aussi réceptive? Tant de questions tournaient dans son esprit, mais il n'en posa aucune ce soir-là. Il préféra s'enfoncer dans le silence, observant sa fille qui semblait, pour la première fois depuis longtemps, avoir trouvé un moment de lumière. Le lendemain, à la même heure, le garçon réapparut. Cette fois, Juliette l'attendait. Il resta au portail comme la veille, ne tentant jamais d'entrer. Ils parlèrent encore, plus longtemps, et Juliette éclata même de rire à un moment. Henri, cette fois, ne put rester assis. Il quitta son bureau, traversa le hall et monta discrètement à l'étage pour mieux les voir depuis une autre fenêtre. Il les observa longuement, à l'abri, incapable d'expliquer le sentiment qui montait en lui. Le garçon semblait avoir une sorte de magie discrète, une façon d'être qui mettait Juliette en confiance. Il n'avait rien d'un voyou ou d'un importun. Au contraire, tout en lui respirait la bienveillance, malgré ses vêtements déchirés et sa posture légèrement voûtée. Il n'avait ni peur ni arrogance, juste une douceur étrange, presque dérangeante dans sa sincérité. Les jours suivants, le rituel se répéta, toujours à la même heure, toujours au portail, parfois sous la pluie, parfois sous un ciel dégagé. Et chaque jour, Juliette semblait un peu plus vive, un peu plus présente. Henri ne comprenait pas, mais il ne pouvait nier ce qu'il voyait. Quelque chose en elle changeait. Il interrogea discrètement le personnel de maison. Personne ne connaissait ce garçon. Il n'était jamais entré, ne mendiait rien, ne parlait à personne, sauf à Juliette. René suggéra de prévenir la police, mais Henri refusa. Quelque chose lui disait qu'il ne fallait pas briser ce lien fragile. Pas encore. Une semaine après la première apparition, Henri remarqua que Juliette s'était levée de son fauteuil pour s'appuyer contre le tronc du tilleul. Le garçon, de l'autre côté du portail, mimait des gestes, comme pour lui montrer comment bouger ses jambes. Juliette imitait maladroitement mais sans peur. Henri sentit une chaleur étrange dans sa poitrine. Était-ce possible que ce simple garçon réussisse là où tant de spécialistes avaient échoué? Il décida alors de ne plus simplement observer. Il voulait comprendre. Et si ce garçon revenait demain, Henri irait à sa rencontre. Le lendemain, dès les premières lueurs de l'après-midi, Henri prit place dans la véranda vitrée attenante à son bureau. De là, il avait une vue dégagée sur le portail et sur le coin du jardin où Juliette aimait s'installer. Le ciel était dégagé, le soleil filtrait à travers les nuages, baignant les haies et le vieux tilleul d'une lumière douce. Juliette était déjà dehors, une écharpe autour du cou, les mains posées sur les accoudoirs de sa chaise roulante. Elle semblait impatiente, ses yeux scrutant la grille avec une fébrilité rare chez elle. Henri, qui avait à peine dormi la veille, observait en silence, son cœur battant plus vite que d'ordinaire. À 15 heures précises, le garçon apparut, toujours aussi mince, toujours vêtu de ce manteau trop grand et de chaussures fatiguées. Mais il avait ce même regard déterminé, cette manière de marcher droit, comme s'il savait exactement pourquoi il était là. Juliette l'accueillit d'un grand sourire. Il s'approcha du portail, posa les mains sur les barreaux et parla. Henri ne pouvait pas entendre, mais il vit. Il vit Juliette hocher la tête, puis tenter de se lever, avec lenteur, hésitation, mais une volonté évidente. Le garçon de l'autre côté levait les bras mimant des gestes simples. Il lui montrait comment placer son poids sur une jambe, comment déplacer l'autre. Juliette suivait, centimètre par centimètre, tenant à peine sur ses jambes tremblantes. Puis il se passa quelque chose de bouleversant.
Juliette fit un pas, un vrai pas. Court, maladroit, mais un pas tout de même, et au lieu de tomber, elle leva les bras pour chercher un appui que le garçon, par réflexe, lui offrit à travers les barreaux. Leurs doigts s'effleurèrent, puis s'entrelacèrent avec une tendresse stupéfiante. Henri sentit sa gorge se nouer. Il aurait dû être là, lui. C'était à lui de l'aider, de la guider. Mais ce garçon inconnu accomplissait en quelques jours ce que lui n'avait pas réussi à faire en 2 ans. Il redonnait à Juliette le courage d'essayer. Le lendemain, Henri décida de sortir, mais pas tout de suite. Il voulait d'abord observer de plus près, dissimulé dans l'ombre du couloir menant à la porte arrière. Juliette, installée plus près du portail que d'habitude, attendait. Quand le garçon arriva, il avait avec lui une corde usée, qu'il avait visiblement trouvée quelque part. Il l'attacha au barreau à la hauteur des mains de Juliette pour qu'elle puisse s'y agripper. Elle s'y suspendit doucement, ses jambes cherchant l'équilibre, et fit 2 pas sous son regard attentif. Le garçon parlait peu, mais ses gestes étaient précis. Il corrigeait doucement les positions de Juliette, lui montrait comment respirer, comment se redresser après une chute. Et quand elle tombait, car elle tombait, il ne riait pas, ne paniquait pas. Il tendait simplement la main et disait quelque chose qui à chaque fois la faisait sourire. Henri vit sa fille tomber 3 fois ce jour-là, mais jamais elle ne pleura. Lorsque Juliette s'assit, épuisée, le garçon ramassa la corde et la rangea dans son sac. Puis, il s'assit, à même le sol, de l'autre côté du portail, à hauteur de Juliette. Ils parlèrent longtemps, comme 2 amis de toujours. Juliette dessinait des formes avec un bâton dans la terre, et le garçon hochait la tête, riait parfois. À un moment, elle lui montra une de ses jambes, comme pour lui expliquer quelque chose. Il l'écouta sans interrompre, sans détourner, ça les yeux. Henri, adossé au mur, sentit les larmes lui monter. Il ne comprenait pas d'où venait ce garçon, comment il savait tout cela, ni pourquoi il se donnait tant de mal. Mais une chose était certaine, sa présence était en train de transformer Juliette, et en silence, il commençait à transformer Henri aussi. Ce soir-là, Henri ne retourna pas directement à son bureau. Il monta dans la chambre de Juliette pendant qu'elle dormait. Il resta là, debout, à l'observer. Elle dormait profondément, le visage paisible, les mains ouvertes, comme si elle venait de lâcher quelque chose de précieux. Il s'assit au bord du lit, effleura sa joue. Elle murmura un nom dans son sommeil, à peine audible. Il crut entendre Lucas. Le lendemain, Henri décida que le moment était venu. Il ne se cacherait plus. Si ce garçon revenait, il irait lui parler. Il voulait comprendre, et il voulait dire merci. Ce fut sous un ciel pâle, chargé d'une lumière blanche de fin d'hiver, qu'Henri sortit enfin de l'ombre. Il avait attendu ce moment avec une étrange appréhension, comme s'il s'apprêtait à affronter une vérité dont il ne connaissait pas la forme. Il avait choisi une tenue sobre, un pull en laine gris, un manteau noir, rien qui puisse intimider. Mais même ainsi, il savait que sa stature, son allure imposeraient quelque chose. Il marchait lentement, les mains dans les poches, le regard fixé sur les 2 silhouettes près du portail. Juliette était debout, appuyée sur la corde que Lucas, car Henri savait maintenant son prénom, avait encore une fois fixée avec soin. Elle tentait de faire un pas, tremblante, concentrée. Lucas était à genoux, mains ouvertes, prêt à la rattraper. C'était devenu leur rituel, leur langue. Et Henri, en s'approchant, sentit que c'était un territoire sacré qu'il s'apprêtait à traverser. Lucas l'aperçut le premier. Il se redressa lentement, sans reculer, sans panique. Son regard croisa celui d'Henri. Un regard calme, profond, presque adulte. Il ne bougea pas, attendant. Juliette, elle, tourna la tête avec surprise. Puis, contre toute attente, elle sourit. Henri s'arrêta à quelques pas. Le silence s'installa. Seuls les oiseaux, au loin, ponctuaient l'instant. Il observa le garçon cherchant les mots justes. Il n'en trouva aucun. Alors il fit ce qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Il écouta. Lucas parla en premier. Sa voix était claire, posée. Elle peut marcher, vous savez. Elle en est capable. Elle a juste besoin que quelqu'un y croie. Henri resta figé. Cette phrase, prononcée sans défi, sans insolence, résonna en lui comme une cloche dans un lieu vide. Juliette, debout entre eux, baissa les yeux presque gênée. Henri sentit une boule dans sa gorge mais la ravala. Il avança d'un pas, puis 2, et s'agenouilla au niveau de sa fille.
Il posa une main légère sur son bras. « Tu veux continuer ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Juliette hocha la tête. Lucas, sans attendre, tendit les mains vers la corde. Il la réajusta, vérifia les nœuds. Henri le regardait faire, fasciné par la précision, la douceur. Il y avait dans ses gestes une certitude, une expérience que l'on ne s'attend pas à trouver chez un enfant. Quand Juliette fit son premier pas sous les yeux de son père, elle chancela, mais se redressa. Henri eut un mouvement de recul, prêt à la retenir. Mais Lucas leva la main presque imperceptiblement pour lui faire comprendre. Il fallait la laisser faire. Et elle le fit. Un pas, puis un autre, et un troisième, avant de s'asseoir, épuisée mais rayonnante. Henri la prit dans ses bras, maladroitement, comme s'il réapprenait un geste oublié. Elle posa la tête sur son épaule et il sentit une chaleur qu'il croyait perdue. Quand il releva les yeux, Lucas était toujours là, debout, les bras croisés, un sourire discret aux lèvres. Henri se leva, fit un pas vers lui. Il tendit la main. « Merci. » Lucas hésita. Puis il serra cette main avec une fermeté surprenante. Il ne dit rien. Mais dans son regard, il y avait une reconnaissance silencieuse. Ce n'était pas de la gratitude, c'était une forme d'égalité, une reconnaissance d'âme à âme. Juliette, de son fauteuil, les observait. Elle semblait paisible, comme si quelque chose s'était aligné en elle. Henri proposa alors doucement « Tu veux entrer? Manger quelque chose ?» Lucas secoua la tête. « Non, merci. »« Tu reviens demain ?» Un hochement de tête. Et sans un mot de plus, Lucas s'éloigna d'un pas tranquille, comme si cette scène n'avait été qu'un fragment ordinaire de sa journée. Henri resta là, longtemps, à regarder sa silhouette disparaître entre les arbres. Quelque chose en lui venait de se fissurer, ou de s'ouvrir, il ne savait pas encore, mais ce qu'il avait vu, ce qu'il avait ressenti, ne le quitterait plus. Le lendemain, Henri se leva plus tôt que d'habitude. Il ne consulta pas ses emails, ne prit aucun appel. Pour la première fois depuis des années, il ne sentit pas le besoin de se réfugier dans le monde prévisible de ses affaires. Tout son esprit restait tourné vers ce garçon mystérieux, Lucas, dont la présence avait allumé chez Juliette une lumière qu'il croyait éteinte à jamais. Il demanda à ce qu'un goûter soit préparé, simple mais copieux. Il ordonna que la véranda soit chauffée, qu'un fauteuil confortable soit installé près de la grande baie vitrée donnant sur le jardin. Il voulait que Lucas se sente le bienvenu, sans forcer sa main. Juliette, ce jour-là, paraissait plus vivante que jamais. Elle avait réclamé une robe, choisi des barrettes, demandé qu'on la coiffe avec soin. Henri l'observait en silence, ému par ces petits gestes qui révélaient tant. Son cœur se serrait. Chaque mouvement de sa fille devenait un miracle. Lucas arriva un peu en avance, vêtu de son éternel manteau trop grand, son sac en toile en bandoulière. Il s'arrêta à la grille comme toujours, mais cette fois, Henri était déjà dehors. Il lui ouvrit le portail, sans dire un mot. Le garçon hésita, mais entra. Ils traversèrent ensemble le jardin. Juliette les attendait sous le tilleul. Lucas s'agenouilla immédiatement à ses côtés, lui parlant doucement. Henri, en retrait, observait avec une attention presque clinique. Il voulait tout comprendre de ce garçon, tout saisir de ce qui faisait de lui un être si exceptionnel. Le goûter se passa dans un silence confortable. Lucas mangea peu, toujours discret. Il évitait les grands discours, mais ses réponses étaient claires, réfléchies. Henri lui posa quelques questions banales. Où il allait à l'école, s'il vivait loin. Lucas répondit avec prudence, sans jamais trop en dire. Puis, alors que Juliette montrait à Lucas un dessin qu'elle avait fait, le sac du garçon bascula légèrement. Un objet en tomba, roulant sur le parquet de la véranda. Henri le ramassa machinalement. C'était un vieux porte-clés en cuir, usé, rapiécé, orné d'un anneau de métal terne. Ils tenaient à peine ensemble. Mais ce n'était pas sa forme ou son état qui provoqua le choc. Ce furent les initiales gravées à la main, presque effacées par le temps. AB. Henri sentit le sol se dérober sous lui. Ses doigts se figèrent sur le cuir. Il connaissait ce porte-clés. Il l'avait vu des dizaines de fois. Il appartenait à son frère Alexandre, ou plutôt il lui appartenait avant sa disparition, plus de 10 ans auparavant. Son souffle se coupa. Il regarda Lucas, le cœur battant à tout rompre. Le garçon avait baissé les yeux. Il s'était figé lui aussi, comme s'il avait compris la signification du trouble qui venait de s'installer.
Où as-tu eu ça » demanda Henri d'une voix qu'il ne reconnut pas lui-même. Lucas mit quelques secondes avant de répondre. Il prit le porte-clés des mains d'Henri, le regarda un moment, puis dit simplement « Il était dans une boîte avec d'autres affaires. C'est tout ce que j'ai de ma mère. » Le silence retomba comme une chape de plomb. Henri n'insista pas ce jour-là. Il hocha lentement la tête, reprit place dans son fauteuil, le regard perdu dans le vide. Son esprit était un labyrinthe de souvenirs, de voix oubliées, de photos anciennes. Juliette, innocente à ce tourbillon intérieur, continuait de parler à Lucas, lui montrant ses progrès, ses dessins, ses petites victoires. Mais Henri n'entendait plus rien. Tout ce qu'il voyait, c'était ce petit morceau de cuir gravé, et la mémoire d'un frère disparu qui revenait sans prévenir. Quand Lucas se leva pour partir, Henri l'accompagna jusqu'au portail. Il voulait lui parler, mais les mots refusaient de venir. Il posa une main sur son épaule et murmura simplement « Reviens demain, s'il te plaît ». Lucas acquiesça et s'en alla. Henri resta longuement seul dans le jardin, le vent froid fouettant son visage. Il savait que ce n'était pas une coïncidence. Ce garçon était plus qu'un bienfaiteur inattendu pour sa fille. Il était une clé, une énigme vivante, et peut-être une porte vers quelque chose de bien plus grand. Henri ne dormit pas cette nuit-là. Il resta assis dans son bureau, la vieille lampe en cuivre allumée, le regard fixé sur le porte-clés posé devant lui. AB, 2 lettres qui hantaient encore sa mémoire. Alexandre Beaumont, son frère cadet, parti sans laisser de traces un matin d'automne après une violente dispute familiale. Pendant des années, Henri avait espéré, puis douté, puis enterré toute idée de le retrouver. Maintenant, ses initiales usées sur le cuir usé ouvraient une blessure qu'il croyait depuis longtemps cicatrisée. Mais ce n'était pas Alexandre qui était revenu, c'était un garçon, Lucas, un enfant dont le regard portait un écho lointain, une résonance familière. Et ce porte-clés, cet objet insignifiant, devenait soudain une passerelle entre le passé et le présent. Henri ne pouvait plus ignorer les coïncidences. Le lendemain, il attendit Lucas à la grille. Il avait préparé un prétexte simple, une discussion à propos de Juliette, rien de trop direct. Mais il voulait parler, creuser, savoir. Lucas arriva à l'heure, comme toujours. Il avait l'air plus méfiant cette fois, comme s'il avait pressenti que quelque chose avait changé. Henri lui proposa une promenade dans le jardin. Lucas accepta, à contre-cœur. Juliette, occupée à dessiner sur sa tablette dans la véranda, les regardait sans intervenir. Ils marchèrent lentement entre les allées de buis, les graviers crissant sous leurs pas. « Lucas, tu m'as dit que le porte-clés appartenait à ta mère », commença Henri. Le garçon hocha la tête. « Tu sais comment elle s'appelait » Lucas mit du temps à répondre. Il regardait le sol, les mains enfoncées dans les poches de son manteau. Puis il murmura « Amélie. Amélie Beaumont. » Henri s'arrêta net. Son cœur manqua un battement. Ce nom, ce prénom. Il ne l'avait plus entendu depuis des années, mais il était gravé en lui comme un tatouage invisible. Amélie, sa sœur aînée, disparue du jour au lendemain, à 17 ans, sans un mot, sans un adieu. Les rumeurs, les recherches, les disputes, et puis le silence. Leur père avait fait effacer son existence des albums de famille. Leur mère avait pleuré jusqu'à la folie, et Henri s'était réfugié dans le travail, comme toujours. Il regarda Lucas abasourdi. « Tu es sûr? Tu l'as connue » Lucas secoua la tête. « Pas vraiment. On m'a dit qu'elle était ma mère. Elle est morte quand j'étais petit. Une femme dans un centre d'accueil m'a donné une lettre d'elle, mais je n'ai jamais vraiment su qui elle était. » Henri sentit le sol vaciller. Une lettre. Amélie morte. Un fils. Les pièces du puzzle se déplaçaient lentement dans son esprit, s'assemblant sans qu'il n'ose encore en affronter le tableau final. « Et ton nom de famille » demanda-t-il d'une voix blanche. « On m'a toujours appelé Lucas. Lucas, parfois Beaumont, parfois Dubois. Il n'était pas sûr. Il y avait juste une fiche avec Lucas B. » Le monde s'étrécissait autour d'Henri. Le vent semblait s'être arrêté. Les arbres eux-mêmes retenaient leur souffle. Lucas reprit doucement. « Je ne sais pas pourquoi elle est partie. Je n'ai pas de souvenirs. Juste des bouts d'histoire qu'on m'a racontés. Elle avait quitté sa famille. Elle avait peur, je crois. Quelqu'un m'a dit qu'elle était enceinte trop jeune. » Henri ne dit rien. Il n'avait pas de mots.
seulement un vertige. Ils revinrent ensemble vers la maison. Juliette les attendait sur le seuil, radieuse. Elle fit un pas vers eux, sans corde cette fois. Un petit pas, mais seul. Lucas la félicita avec un rire clair. Henri, lui, resta en retrait. Il regardait cet enfant, son visage, ses gestes, son calme, et il voyait en lui un reflet, une part d'Amélie, une part de lui-même, et peut-être de ce frère qu'il croyait perdu aussi. Ce soir-là, Henri ouvrit pour la première fois depuis des années la boîte à souvenirs de sa sœur. Elle était cachée dans un placard du grenier, protégée par une housse grise. À l'intérieur, des carnets, des dessins, des lettres, une vieille cassette audio et une photo délavée d'une jeune fille souriante. Amélie, cheveux bruns en bataille, enceinte, posant devant une fenêtre ouverte. Au dos, une inscription à l'encre bleue « Pour Lucas, tu es ma liberté ». Henri ferma les yeux. Le doute n'était plus permis. Ce garçon n'était pas un étranger. Il était du sang des Beaumont. Il était une promesse oubliée. Et désormais, il était aussi une réponse. Dès le lendemain, Henri engagea discrètement un enquêteur privé. Un professionnel en qui il avait une confiance ancienne. Un certain Morel, ancien inspecteur à la retraite, connu pour sa discrétion et son efficacité. Henri ne voulait pas laisser place au hasard. Il avait besoin de certitude, de faits. Lucas, tel qu'il apparaissait dans sa vie, ne pouvait être seulement une coïncidence. Trop de détails concordaient. Le porte-clés, le nom d'Amélie, les traits du visage, cette manière si naturelle de prendre soin de Juliette. Morel accepta sans poser de questions, comme toujours. Il prit la lettre que Lucas avait mentionnée, récupérée dans un ancien dossier d'un centre d'accueil situé dans le 20e arrondissement. Le papier était jauni, l'encre presque effacée. L'écriture, fine et tremblante, signée « Amélie B », racontait une fuite, un amour impossible, et un enfant né dans la discrétion d'un petit hôpital de banlieue. Pendant que l'enquête suivait son cours, Henri changea. Ce fut progressif mais visible. Il prenait désormais ses repas avec Juliette. Il attendait Lucas au portail. Il écoutait les récits de leurs jeux, de leurs tentatives de marche, de leurs rêves aussi. Lucas, de son côté, restait réservé. Il acceptait les goûters, les livres offerts, les vêtements discrets qu'on lui proposait sans insister. Mais il ne demandait rien. Il restait humble, libre, presque farouche. Henri tenta plusieurs fois d'en savoir plus. Où dormait-il exactement? Avait-il des papiers? Un responsable? Lucas répondait toujours avec des silences polis. Il ne fuyait pas, mais il ne s'ouvrait pas non plus. Il vivait, selon ses mots, comme il pouvait. Dans un vieux cabanon abandonné derrière une ancienne gare désaffectée, là où les trains ne passaient plus. Henri y alla, un soir, en voiture. Il trouva l'abri. Un entrepôt délabré, couvert de tags, dont une petite pièce à l'arrière avait été aménagée avec des palettes, des couvertures, une lampe à piles. Sur un mur, des dessins d'enfants, des feuilles volantes gribouillées. Au centre, un petit lit improvisé. Lucas vivait là, seul. Et pourtant, rien ne dégageait de misère dans cet espace. C'était rudimentaire, oui, mais ordonné, propre, digne. Henri ressortit bouleversé. Il n'en parla pas à Lucas, pas encore. Quelques jours plus tard, Morel revint avec des éléments concrets. L'hôpital où Amélie avait accouché avait fermé depuis longtemps, mais les archives médicales avaient été transférées. Il y trouva une fiche, Amélie Beaumont, accouchement, naissance d'un garçon, Lucas. Pas de père mentionné, pas d'adresse stable. Amélie avait donné un nom, puis disparu. Henri lut le rapport sans respirer. C'était là, écrit noir sur blanc. Lucas était le fils d'Amélie, son neveu. Un Beaumont par le sang, par le silence aussi. Le choc fut immense, pas à cause de la découverte, mais parce qu'elle confirmait une intuition devenue certitude. Ce garçon qui avait redonné le sourire à sa fille n'était pas un simple visiteur. Il faisait partie de leur histoire, de leur famille, de leur destinée. Henri passa la nuit à revoir les souvenirs d'enfance, les éclats de voix, les rires avec Amélie. Il se souvenait de ses colères, de ses rêves de liberté, de son regard brillant d'idées. Elle n'avait jamais supporté les règles strictes de leur père, ni les attentes imposées. Et quand elle était partie, tout, le monde l'avait condamnée, sauf Henri au fond. Il l'avait aimée d'une tendresse muette, trop pudique pour l'exprimer. Et maintenant, c'était son fils qui se tenait là, devant lui,
avec cette même force tranquille. Le lendemain, Henri invita Lucas à passer l'après-midi entier dans la maison. Pas seulement pour Juliette, pour lui aussi. Il voulait apprendre à le connaître. Lucas accepta. Ce fut une journée simple, quelques jeux de société, un film choisi par Juliette, des biscuits au chocolat. Mais Henri observait. Chaque geste, chaque regard, chaque mot. Il reconnaissait les silences d'Amélie, la manière de détourner les yeux quand l'émotion montait, la dignité dans la retenue. En fin d'après-midi, Lucas demanda à partir. Il ne restait jamais la nuit. Henri l'accompagna au portail. Avant qu'il ne parte, il posa doucement une main sur son épaule. « Tu sais, je crois qu'on a beaucoup à se dire, toi et moi. » Lucas ne répondit pas, mais il ne détourna pas le regard. Il soutint les yeux d'Henri, longuement, puis hocha la tête, une seule fois. Henri comprit que le moment approchait, celui où tout serait dit, où la vérité enfin prendrait sa place dans le silence. Ce fut par une matinée grise, lorsque les nuages semblaient presser le ciel contre les toits de la ville, que Morel revint avec une dernière découverte. Il n'avait pas l'habitude de dramatisme, mais cette fois, son regard trahissait une émotion rare. Il tendit à Henri une enveloppe jaunie marquée par le temps, scellée mais non cachetée. Une note accompagnait l'objet, retrouvée dans les archives personnelles d'une ancienne directrice du foyer, jamais envoyée. Henri, seul dans son bureau, hésita à ouvrir. Le papier était fragile, l'encre délavée. Mais dès les premières lignes, son cœur se serra. « Henri, si tu lis cette lettre, c'est que le passé m'a enfin permis de revenir vers toi, même de loin. Je suis parti parce que j'étais enceinte, parce que j'avais peur, pas de toi, mais de ce que notre père aurait fait de moi. J'ai vécu caché, dans des lieux que tu ne connais pas, entouré de visages éphémères. Mais jamais je n'ai cessé de penser à vous. Mon fils s'appelle Lucas. Il a tes yeux. Et quelque chose de toi dans la manière dont il observe le monde. Je n'ai pas eu la force de revenir, de l'imposer à notre famille. Je voulais qu'il soit libre, qu'il grandisse sans les chaînes que nous avons connues. Mais maintenant, que ma santé décline, je sais que je dois au moins te dire la vérité. Je t'en prie, si un jour tu croises son chemin, sois doux avec lui. Il n'a que son courage et ses silences pour se défendre. Il ne demande rien, mais il mérite tout. Je t'aime, mon frère, et je t'ai toujours aimé, même dans le silence. Amélie. Henri resta longtemps immobile après avoir lu ces mots. La pièce lui semblait étrangère. Sa respiration devenait lourde. Le monde qu'il avait bâti autour de lui, ce monde de contrôle et de chiffres, venait de s'écrouler silencieusement. Une sœur perdue, un fils caché, et ce garçon qui, sans le savoir, portait l'amour d'une femme disparue et les cicatrices d'une génération entière. Il relut la lettre encore et encore. Chaque mot résonnait dans son esprit, remplissait des vides qu'il n'avait jamais su nommer. Ce n'était pas simplement une révélation. C'était un pardon posthume, une passerelle entre deux existences déchirées. Henri décida qu'il ne pouvait plus attendre. Le soir même, il alla chercher Lucas à son abri, accompagné de Juliette. Il ne voulait pas une confrontation solennelle, mais un partage, une ouverture. Ils le trouvèrent assis sur une palette, un livre à la main. Lorsqu'il vit Henri et Juliette approcher ensemble, Lucas se redressa, surpris, un peu méfiant. Henri s'accroupit à sa hauteur. Il tendit la lettre sans un mot. Lucas regarda l'enveloppe, hésita, puis il la prit, l'ouvrit lentement. Le silence qui suivit fut long. Juliette, à côté de lui serrait la main. Quand Lucas releva enfin les yeux, ils étaient humides mais déterminés. « C'est elle ?» demanda-t-il simplement. Henri hocha la tête. « Ta mère, ma sœur ?» Lucas baissa les yeux vers le papier. « Je ne me souviens pas de son visage. »« Moi, je m'en souviens, » répondit Henri, la voix tremblante. « Et je peux te raconter tout ce que tu veux, savoir si tu veux. » Le garçon ne répondit pas tout de suite, puis d'une voix douce, « Pourquoi elle n'est jamais revenue ?» Henri respira profondément. Parce qu'elle avait peur, et parce que personne n'est allé la chercher. Pas à temps. Lucas plia doucement la lettre et la glissa dans sa poche. Elle écrivait bien. Elle dessinait encore mieux, dit Juliette sans trop savoir pourquoi. Henri proposa alors « Viens avec nous, pour ce soir, pour manger, pour parler. » Lucas accepta. Ce fut un repas discret, presque silencieux, mais habité d'une nouvelle présence. Ils évoquèrent des souvenirs, des anecdotes, des détails banals que Lucas écoutait avec une intensité poignante. Il ne posait pas de questions, mais il absorbait chaque mot comme une vérité précieuse.
Henri, de son côté, se redécouvrait dans son propre rôle, non plus en tant que simple père ou patron, mais en tant qu'oncle, en tant qu'homme faillible, cherchant à réparer ce qu'il avait laissé se perdre. Avant de dormir, Lucas demanda à voir une photo d'Amélie. Henri l'amena au grenier. Là, ils ouvrirent la boîte de souvenirs. Quand Lucas vit le visage jeune de sa mère, il ne dit rien, mais ses doigts tremblaient en caressant l'image. Juliette, depuis la porte, murmura « Elle te ressemble, surtout les yeux ». Henri posa une main sur l'épaule de Lucas. Aucun mot ne fut dit. Mais ce soir-là, sous ce toit qui avait vu tant de silence, 3 cœurs battirent ensemble, pour la première fois. Les jours suivants, la maison Beaumont changea imperceptiblement. Ce n'était pas une transformation visible ni soudaine, mais une nouvelle chaleur s'installait, une présence autre qui comblait les vides anciens. Lucas, désormais accueilli comme un membre de la famille, n'avait pas encore tout à fait trouvé sa place. Il restait discret, presque timide dans sa manière de se mouvoir dans cette demeure imposante. Pourtant, son regard était plus serein, et surtout, il n'était plus seul. Henri passait de plus en plus de temps avec lui. Il lui montrait des albums, des photos, racontait l'enfance d'Amélie, ses rires dans les escaliers, ses colères dans le jardin, sa passion pour le dessin et les romans de voyage. Lucas écoutait sans parler, mais son regard buvait chaque souvenir comme une source rare. Parfois, Juliette participait, ajoutant des commentaires enfantins, des observations lumineuses. Elle aimait Lucas avec une évidence désarmante. Pour elle, il était simplement celui qui l'avait aidé à se relever. Henri, dans le silence de ses réflexions, commençait à faire des liens. L'accident de Juliette, la disparition d'Amélie, le retour imprévu de Lucas. Il y avait là quelque chose qui échappait à la logique. Une sorte de fil invisible, tendu à travers les années, qui tissait leurs histoires dans une même trame. Et s'il avait fallu cet accident tragique pour ouvrir la porte à une vérité longtemps enfouie, s'il avait fallu que Juliette chute pour qu'il découvre enfin ce neveu oublié. Il se souvenait de cette nuit d'accident comme d'un cauchemar figé. La pluie, les phares aveuglants, le crissement des freins, le hurlement de Juliette, puis le silence. Depuis ce jour, il avait tout repoussé. Les émotions, les regrets, la douleur, pour se plonger dans le travail. Il s'était convaincu que fournir soins et traitements suffisait. Mais la vérité, c'était qu'il n'avait pas su rester présent. Lucas, sans rien demander, lui avait montré ce que signifiait vraiment être là. Un matin, alors, que Juliette faisait quelques pas seule dans le jardin, Henri trouva Lucas dans la bibliothèque, feuilletant un vieux livre sur les cathédrales. Il s'assit en face de lui. « Tu sais, dit-il doucement, quand Amélie est partie, je n'ai pas cherché à la comprendre. J'étais en colère parce qu'elle avait brisé quelque chose dans notre famille, mais maintenant, je comprends qu'elle cherchait juste à exister. » Lucas leva les yeux attentifs. Henri poursuivit. « Et toi, tu es la trace de son courage, ce qu'elle a laissé de plus pur. » Un silence suivit. Lucas referma le livre, le posa sur la table. « Je ne voulais pas déranger. Je ne savais même pas si j'avais le droit d'être là. » Henri posa la main sur son bras. « Tu es là parce que tu y as toujours eu ta place. On ne l'avait simplement pas encore reconnue. » Cette phrase, simple mais sincère, resta gravée dans le cœur du garçon. Les jours suivants furent marqués par des gestes modestes, mais symboliques. Henri demanda à Lucas de choisir une chambre à l'étage. Il l'inscrivit dans une école privée du quartier. Il fit venir un tailleur pour lui confectionner des vêtements à sa mesure. Lucas n'osait rien refuser, mais chaque offrande était reçue avec pudeur, presque avec retenue. Il n'était pas habitué à recevoir, encore moins à appartenir. Juliette, quant à elle, avançait à pas de géant. Sa rééducation prenait une tournure inattendue. Elle marchait désormais de pièce en pièce sans aide extérieure. Ce n'était pas parfait ni fluide, mais c'était là, vivant, réel. Et chaque pas semblait être une victoire partagée par 3. Un soir, alors que la maison était silencieuse, Henri descendit au sous-sol, là où étaient entreposés de vieux cartons. Il cherchait un dossier, mais tomba sur une caisse marquée du nom d'Alexandre. Son frère disparut. Curieux, il l'ouvrit. À l'intérieur, quelques affaires, un blouson de cuir, des lettres non lues, un carnet. En le feuilletant, il découvrit des notes, des adresses et un nom qui revint plusieurs fois, Amélie.
Il comprit alors qu'Alexandre avait lui aussi cherché leur sœur. Discrètement, sans rien dire à personne. Lui aussi avait voulu la retrouver. Mais il avait disparu avant d'y parvenir. Un malaise monta dans la poitrine d'Henri. Et si Alexandre avait connu l'existence de Lucas, et si lui aussi avait voulu le protéger, peut-être que tout cela n'était pas une suite de hasards, mais un enchevêtrement de décisions incomplètes, de tentatives avortées. Henri remonta, le carnet à la main. Il le tendit à Lucas. « C'est de ton oncle, Alexandre. » Lucas le prit avec précaution. Ses doigts caressèrent la couverture comme s'il sentait le poids de l'histoire. Puis il murmura « Je crois qu'on est en train de reconstruire quelque chose. » Henri sourit. « Oui, et on le fait à trois. » Le jour était venu. Henri le sentit dès son réveil. Ce n'était pas une décision planifiée, ni le résultat d'un long raisonnement. C'était une certitude soudaine, évidente. Lucas devait savoir tout. Il n'était plus question de laisser planer l'incertitude ou de cacher des bribes de vérité. Henri voulait que ce garçon sache d'où il venait, ce qu'il représentait, ce qu'il était. Après le petit déjeuner, il demanda à Lucas de le rejoindre dans le salon. Juliette était partie avec sa kinésithérapeute pour une séance en ville, et la maison baignait dans un silence doux. Henri avait disposé sur la table basse les objets qu'il avait retrouvés. Le carnet d'Alexandre, des photos d'Amélie, la lettre jamais envoyée, et enfin le fameux porte-clés en cuir. Lucas entra, curieux mais calme. Il s'assit en face d'Henri, les yeux glissant rapidement sur les objets. Son regard se posa plus longuement sur la photo d'Amélie jeune, souriante, entourée de feuilles d'automne. Henri prit la parole d'une voix posée mais chargée de gravité. « Lucas, il est temps que je te raconte toute l'histoire, pas seulement celle d'Amélie, mais la tienne aussi. » Le garçon ne dit rien. Il s'assit un peu plus droit, prêt. Henri commença lentement, avec des mots simples, pesés. Il parla de leur enfance, de l'éducation rigide imposée par leur père, des aspirations d'Amélie, de son tempérament insoumis. Il raconta le jour de sa disparition, les mois de recherche, l'incompréhension, la douleur, le silence qui s'installa. Puis il déroula les éléments rassemblés par Morel, la naissance de Lucas, le foyer, la lettre, les archives de l'hôpital. Il montra les preuves, une à une. Et enfin, il posa la lettre d'Amélie devant le garçon. Lucas la relut. Lentement, cette fois chaque mot semblait s'imprimer plus profondément en lui. Quand il releva la tête, ses yeux étaient embués. « Elle m'aimait », dit-il d'une voix à peine audible. Henri hocha la tête. « Elle t'aimait plus que tout. Elle t'a protégé comme elle a pu. Et maintenant, c'est à moi de continuer. » Un silence suivit, épais mais pas pesant. Lucas semblait digérer chaque information, chaque nom, chaque date. Il regardait la lettre, puis Henri, puis ses propres mains. « Alors, tu es mon oncle, » murmura-t-il. Henri se pencha vers lui. « Je suis ton oncle, et tu es mon neveu, mon sang, mon lien avec Amélie. » Lucas hocha lentement la tête, puis il essuya ses yeux du revers de la manche. « Je n'ai jamais su ce que ça faisait, d'avoir une vraie famille. » Henri sentit une vague de tristesse l'envahir. Il s'approcha, posa une main sur l'épaule du garçon. « Eh bien, tu le sauras maintenant, je te le promets. » Ce fut à cet instant que quelque chose changea dans le regard de Lucas. Il n'était plus seulement le garçon discret, celui qui observait le monde en silence. Il devenait un jeune homme debout, relié à une histoire, à une mémoire, à un avenir. Il n'était plus seul. Et pour la première fois, il laissa les larmes couler librement. Henri, sans un mot, le prit dans ses bras. Il ne s'agissait pas d'un geste théâtral. C'était une étreinte vraie, réparatrice, une étreinte de reconnaissance, d'acceptation, d'amour. Juliette rentra quelques heures plus tard, et elle comprit aussitôt que quelque chose avait été dit. Elle regarda Lucas, puis Henri. Elle sourit. « Vous avez l'air pareil maintenant. » Henri éclata de rire, une main sur l'épaule de Lucas. « C'est parce qu'on est de la même équipe, ta petite équipe spéciale. » Lucas sourit à son tour, timidement. Et Juliette, avec sa spontanéité habituelle, dit « Alors on va devoir te garder avec nous. C'est obligatoire, maintenant. » Ce soir-là, autour d'un dîner simple mais joyeux, ils parlèrent longtemps. De souvenirs, de rêves, de ce qu'ils pourraient faire ensemble.
Lucas avait une idée qu'il n'osait pas encore formuler, mais elle germait en lui depuis des jours. Une idée qui liait tout ce qu'il avait vécu à ce qu'il souhaitait, s'offrir aux autres. Et Henri, en le regardant, comprit que ce garçon n'était pas simplement venu rendre la marche à sa fille. Il avait remis en mouvement tout ce que lui-même avait figé, l'amour, la mémoire, l'espoir. Le lendemain matin, un léger brouillard enveloppait la propriété Beaumont, donnant aux arbres et aux statues du jardin une allure spectrale. Dans cette atmosphère cotonneuse, Henri gravit les escaliers qui menaient au grenier. Il n'y était pas remonté depuis des années. Quelque chose, une intuition née de la veille, l'avait poussé à chercher encore. Il sentait qu'il manquait une pièce à ce puzzle familial que le destin lui avait placé entre les mains. Il fouilla longuement dans les vieilles malles, les caisses étiquetées de noms oubliés, les cartons couverts de poussière. C'est, dans un coffre en bois, glissé derrière une armoire disloquée, qu'il la trouva, une boîte en fer peinte à la main, ornée de motifs floraux délavés. Lorsqu'il l'ouvrit, un parfum doux, presque sucré, s'échappa. Des lettres, des dessins d'enfants, un collier cassé, une peluche, et au fond, soigneusement enveloppée dans un mouchoir en lin, une photo. Henri la déplia avec précaution. Sur l'image, Amélie, très jeune, berçait dans ses bras un nouveau-né au visage endormi. Son regard n'était ni triste ni inquiet. Il était lumineux. Une inscription figurait au dos, griffonnée à l'encre bleue. « Lucas, mon soleil ». Dans la tempête, il resta longtemps à fixer la photo. Elle confirmait tout. Ce n'était plus une supposition. Ce visage était celui de Lucas, enfant. Et dans les traits d'Amélie, Henri retrouvait l'écho de son propre regard, cette intensité particulière que Juliette avait également héritée. Le bruit léger de pas dans l'escalier le tira de ses pensées. C'était Juliette, appuyée, sur la rampe, avançant lentement mais sans aide. Elle entra dans la pièce, ses yeux curieux balayant les vieilleries autour. « Papa » murmura-t-elle. Il lui montra la photo. Elle s'approcha, la prit entre ses petites mains. « C'est Lucas, bébé ?» Henri hocha la tête. « Et ta tante Amélie ?» Juliette sourit. Elle avait l'air gentille. Elle s'assit sur une vieille malle, la photo toujours en main. Après un silence, elle dit doucement « Lucas m'a appris à marcher. Mais il était triste quand il pensait que personne ne voulait de lui. » Henri s'agenouilla devant elle. « Et toi, tu veux de lui ?» Elle posa sa main sur la sienne. « Bien sûr, il est de notre famille maintenant, et moi, je peux lui apprendre à rester. » Ces mots, d'une justesse poignante, bouleversèrent Henri. Il prit sa fille dans ses bras, la photo d'Amélie toujours entre eux. Il comprenait maintenant que ce lien tissé entre Juliette et Lucas était bien plus qu'un simple hasard. C'était un passage, une transmission, une réparation silencieuse. Ils redescendirent ensemble, porteurs de ce trésor intime. Lucas les attendait dans le salon, lisant un livre de contes illustrés. Quand Juliette lui tendit la photo, il resta figé un moment. Puis, lentement, il la prit, l'observa longuement, ses doigts tremblant un peu. Je ne savais pas qu'elle avait une photo de moi. Henri s'assit à côté de lui. Elle t'a toujours gardé avec elle, même dans l'ombre, même dans le silence. Lucas leva les yeux vers lui. Est-ce que je pourrais garder cette photo? Henri acquiesça. Elle est à toi, tout comme cette maison maintenant. Ce fut ce jour-là que Lucas fit entendre son idée, timidement d'abord, puis avec une conviction croissante. Il voulait créer un lieu où les enfants comme Juliette pourraient être aidés, encouragés, accompagnés sans jugement ni barrière. Un endroit gratuit, ouvert, humain. Je n'ai pas eu ça, moi, dit-il, mais je veux que d'autres l'aient. Henri, touché, comprit immédiatement la portée de ce projet, et il ne s'agissait pas simplement d'un centre médical. C'était une vision, un héritage, un acte d'amour. « On va le construire ensemble », déclara-t-il, « et ce sera le plus bel endroit que ta mère aurait pu imaginer. » Lucas ne répondit pas. Il regarda la photo d'Amélie une dernière fois, puis Juliette qui lui souriait, confiante. Ce soir-là, dans la chambre qu'on avait définitivement aménagée pour lui, Lucas accrocha la photo au mur, juste au-dessus de son lit. Il y avait là, dans ce simple geste, tout ce qu'il avait cherché depuis toujours, une place, une racine, une mémoire. Henri, de son côté, ne retourna pas à son bureau. Il resta dans le salon à observer le feu de cheminée, pensant à sa sœur, à ses fautes, à ses silences.
mais aussi à cette seconde chance que la vie venait de lui offrir. Les semaines suivantes furent emplies d'une énergie nouvelle. Henri, Lucas et Juliette formaient désormais un noyau, un trio inattendu mais indissociable. La maison, jadis silencieuse et solennelle, résonnait à présent de rires, de pas hésitants mais confiants, et de discussions autour de projets. Ce qui avait commencé comme une rencontre improbable était en train de devenir une renaissance. Henri prit les premières dispositions juridiques, reconnaissance légale de Lucas comme son neveu, avec tous les droits et protections qui en découlaient. Ce fut une démarche simple en apparence, mais symboliquement immense. Lorsqu'ils quittèrent ensemble le bureau du notaire, Henri posa une main sur l'épaule de Lucas et dit, le regard franc, « C'est officiel maintenant. Mais pour moi, ça l'était déjà depuis le premier jour où tu as pris la main de Juliette. » Lucas répondit par un simple sourire, mais dans ses yeux, une paix nouvelle se dessinait. Il appartenait, il était reconnu, et surtout, il était aimé. De son côté, Juliette avançait à pas constants. Elle marchait désormais seule dans le jardin, montait quelques marches avec précaution et riait presque tous les jours. Sa complicité avec Lucas était devenue une évidence. Ils avaient créé un langage à eux, une manière de se soutenir sans qu'un mot ne soit nécessaire. C'est autour de cette dynamique que naquit le projet du centre. L'idée germa lors d'une promenade en ville, en passant devant un ancien bâtiment communal abandonné. Lucas s'arrêta net. Il observa la structure, les murs décrépits, les fenêtres condamnées. « Et si on faisait ça ici ?» demanda-t-il. Henri, d'abord surpris, comprit en quelques secondes. Il vit ce que Lucas voyait déjà, un lieu de soins, de rééducation, mais surtout d'accueil. Un endroit où des enfants comme Juliette et d'autres sans famille trouveraient soutien, attention, dignité. Le projet prit forme très vite. Henri mobilisa ses contacts dans l'architecture, le droit, les travaux publics. Mais à chaque décision, il consultait Lucas. Ce dernier voulait que rien ne soit imposé, que chaque détail soit pensé pour les enfants. Rampe douce au lieu d'escalier, salles baignées de lumière, jardins accessibles, mobilier à hauteur d'enfant. Juliette, bien entendu, participait aussi. Elle dessinait les couleurs des murs, imaginait les noms des pièces, la salle des ailes, le coin des géants, le passage des étoiles. Et Henri, en les écoutant, retrouvait des éclats de sa sœur Amélie dans chaque suggestion. Lucas insista sur un point crucial. Le centre devait être gratuit. Aucun enfant, aucun parent ne devait avoir à payer pour avoir droit à l'espoir. Henri, ému par cette détermination, accepta sans discuter. Il créa une fondation au nom d'Amélie Beaumont. Ce fut leur manière de l'ancrer définitivement dans cette œuvre. Le chantier commença, et chaque jour, Lucas s'y rendait. Il aidait les ouvriers, discutait avec les architectes, ajustait des plans. Il ne voulait pas seulement que ce lieu porte son empreinte, il voulait qu'il soit construit de ses propres mains. Henri le regardait avec une admiration silencieuse. Ce garçon, né dans l'oubli, élevé dans l'ombre, était en train de bâtir un phare pour les autres. Lorsque les premières pièces furent prêtes, Juliette entra dans l'une d'elles et déclara « C'est mieux que ma chambre ». Elle y installa aussitôt un coussin, un livre et un dessin d'Amélie. Lucas sourit. C'était le début. Le bouche à oreille fit le reste. Des familles, informées par les médecins de la région, commencèrent à s'intéresser. Des enfants arrivèrent, timides, parfois en fauteuil, parfois en béquille, souvent en silence. Mais dès qu'ils passaient les portes du centre, leur regard changeait. Parce qu'ils étaient accueillis par un garçon de leur âge qui savait ce que c'était que de tomber et de se relever. Henri, pour la première fois depuis des années, se sentait pleinement vivant. Non plus à travers ses chiffres ou ses affaires, mais dans chaque sourire d'enfant, chaque progrès, chaque mot d'encouragement échangé dans ce lieu qu'il avait aidé à créer, mais que Lucas avait imaginé. Juliette, elle, était devenue une sorte d'ambassadrice du centre. Elle parlait aux enfants nouveaux, leur montrait le jardin, les rassurait. Et lorsqu'on lui demandait comment elle avait appris à marcher, elle répondait toujours la même chose, parce que quelqu'un a cru que je pouvais. Un soir, alors qu'ils étaient tous réunis dans le salon, Lucas déclara « Je pense qu'on est prêt ». Henri le regarda. « Prêt pourquoi ?»« Pour montrer au monde ce qu'on a fait. » Henri acquiesça. « Alors on va organiser un événement, une inauguration, avec tout le monde. » Lucas hocha la tête. Et dans son regard, il y avait l'éclat d'une lumière qui n'avait jamais vacillé. Le grand jour arriva.
le centre, Amélie Beaumont ouvrait officiellement ses portes. La façade rénovée, blanche et sobre, accueillait les visiteurs sous une banderole aux lettres peintes par Juliette elle-même. Ici, on apprend à marcher, à guérir et à croire. Ce matin-là, un soleil doux baignait la ville, comme si la lumière elle-même saluait l'événement. Henri avait tout organisé, une réception simple mais chaleureuse, avec des familles invitées, des médecins partenaires, des amis proches. Il avait contacté la presse locale, mais sans grand tapage. Ce n'était pas un lancement commercial, c'était un hommage, une offrande, une renaissance. Lucas, vêtu d'une chemise claire et d'un pantalon qu'il avait lui-même repassé avec un soin rare, faisait le tour des salles, vérifiant que tout était prêt. Il s'assurait que les fauteuils étaient accessibles, que les tapis étaient bien fixés, que les jeux étaient en place. Il voulait que ce moment soit parfait, non pour lui mais pour les enfants, ceux qui allaient, comme lui autrefois, chercher un lieu où se reconstruire. Juliette, radieuse dans une robe jaune pâle, tenait un petit discours préparé sur une fiche cartonnée. Elle le lisait à voix basse pour se rassurer. Henri l'observait depuis la porte, le cœur gonflé de fierté. Sa fille, autrefois prisonnière d'un silence intérieur, allait parler devant une assemblée. Et à ses côtés se tiendrait le garçon qui l'avait sauvé. Lorsque les premiers invités arrivèrent, la cour du centre s'emplit rapidement de voix, de rires timides, de regards curieux. Des enfants tenaient la main de leurs parents, certains en fauteuil roulant, d'autres sur des béquilles. Mais tous portaient cette même étincelle d'attente. Ils savaient, sans savoir pourquoi, que ce lieu serait différent. Puis vint le moment du discours. Henri ouvrit la cérémonie, il parla peu, juste ce qu'il fallait pour dire merci, pour évoquer Amélie, pour expliquer en quelques mots la genèse de ce projet. Mais ce furent les mots de Lucas qui changèrent tout. Il prit le micro, hésitant d'abord. Le silence se fit immédiatement. « Je ne suis pas médecin, dit-il. Je ne suis pas professeur non plus, mais je sais ce que c'est que de tomber, et je sais ce que c'est que de vouloir se relever sans savoir si quelqu'un vous tendra la main. » Il marqua une pause, regarda Juliette. Elle lui sourit, l'encouragea d'un clin d'œil. Ce centre est né d'une promesse que j'ai faite à une petite fille un jour de pluie, quand elle croyait qu'elle ne marcherait plus, et elle m'a prouvé que j'avais raison d'y croire. Des murmures d'émotion parcoururent à l'assemblée. Ici, on ne vous demande pas de prouver votre valeur. On vous regarde, on vous écoute, on vous accompagne, parce que chaque pas, même minuscule, est une victoire. Puis il conclut simplement, « Ce centre, c'est pour vous, c'est pour nous, c'est pour qu'aucun enfant ne se sente jamais seul. » Il reposa le micro. Le silence dura une seconde de trop, puis les applaudissements éclatèrent, sincères, profonds. Juliette, debout à ses côtés, lui prit la main, et ensemble, ils firent les premiers pas dans la salle centrale. Henri, en retrait, ne put retenir ses larmes. Il vit sa fille marcher. Il vit son neveu sourire. Et il comprit que ce moment, cet instant précis, effaçait toutes les nuits de doute, toutes les années de silence. Il se souvint d'Amélie, de sa voix, de son rire, et il sentit sa présence là, dans chaque mur, dans chaque regard d'enfant, dans chaque pas franchi. Juliette se retourna vers lui rayonnante. « Papa, viens !» Il s'approcha. Lucas ouvrit la porte vers le jardin, et tous trois sortirent sous le ciel clair, entourés des enfants et des familles. Ce n'était pas une fin, c'était un commencement. Et pour la première fois, Henri n'avait plus peur de regarder en arrière. Il avait retrouvé sa sœur à travers ce garçon. Il avait retrouvé sa fille à travers leurs liens. Et surtout, il s'était retrouvé lui-même.